Elle était revenue d'un voyage à Paris avec une valise pleine de sourires que je ne reconnaissais pas. Ce sourire-là, je ne l'avais pas vu depuis des années. Et ce soir-là, assise en face de moi dans notre cuisine de banlieue, elle me regardait comme si elle voyait déjà autre chose à ma place. Avant de continuer cette histoire, dites-moi en commentaire d'où vous écoutez. France, Belgique, Maroc, Canada, Côte d'Ivoire, écrivez votre ville ou votre pays, je lis chaque message. Et maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme qui n'a pas cherché à trahir. Elle cherchait simplement à exister. La dernière fois que je me suis regardée dans ce miroir le grand, celui accroché dans le couloir de notre appartement de Dijon, je n'ai pas reconnu la femme en face de moi. Pas parce qu'elle était laide. Parce qu'elle était invisible. Des yeux qui ne brillaient plus. Un visage qui avait appris à ne rien demander. Je suis restée là, une main posée sur le cadre froid, et je me suis dit que quelque chose en moi s'était éteint si doucement que je n'avais même pas entendu le bruit. Julien et moi avions une vie modeste, mais prévisible. Un appartement en banlieue de Dijon, un travail chacun, et ce projet flou qu'on appelait notre avenir sans jamais vraiment le regarder en face. On parlait d'acheter un appartement un jour. On remettait les vraies conversations à plus tard. On vivait dans le provisoire comme si c'était une maison solide. Julien travaillait dans un garage. Moi, je faisais les nuits dans une boulangerie industrielle. Les horaires décalés, la fatigue, les fins de mois serrés, on s'était habitué à tout ça. On ne se disputait pas vraiment. On ne se parlait pas vraiment non plus. On coexistait, proprement, poliment, comme deux personnes qui partagent un espace sans vraiment partager une vie. Quand il a perdu son poste, les premières semaines, il cherchait. Enfin, il disait chercher. Puis les semaines sont devenues des mois, et lui est devenu le canapé. Je tenais comme je pouvais. Je vendais nos affaires sur les brocantes le samedi, je faisais des commandes de viennoiserie pour les voisins, je me coupais les cheveux moi-même pour économiser quelques euros. Mais un soir, le propriétaire a sonné. Sa voix était calme, presque polie. Il nous donnait jusqu'à la fin du mois. C'était tout. On a pris nos 2 valises froissées et on est parti à Chantenay-le-Vieux, chez son père. Pierre. Je me souvenais de la maison pour y avoir passé quelques Pâques. Vieille, craquante, elle sentait la pomme mûre et la fumée de bois. J'y avais toujours été une invitée. Maintenant, c'était notre refuge. Notre échec emballé dans du papier craft et déposé sur le seuil d'un homme que je connaissais à peine. Pierre nous a accueillis sans un mot, mais sans froideur non plus. Il portait un vieux pantalon de survêtement et une chemise à carreaux. Ses mains, larges et calleuses, sentaient le métal et le goudron de boulot. Dans la cuisine, les carreaux craquaient sous les pieds, et dans l'air flottait un bœuf bourguignon qui consolait sans rien promettre. Il a posé 2 assiettes de plus sur la table. Sans question. Sans jugement. Julien a fondu dans le décor en 2 jours. Même survêtement que son père, même silence, même soirée à faire défiler des vidéos sur son téléphone. Il dormait jusqu'à midi, partait parfois pêcher l'après-midi. Il avait arrêté de prétendre chercher du travail. Moi, incapable de rester sans rien faire, j'ai commencé à aider. Lessive, ménage, cuisine, poulet. Ça m'aidait à croire que je contrôlais encore quelque chose. Au début, Pierre me remerciait simplement, d'un hochement de tête. Puis ses regards ont commencé à s'attarder. Pas de façon vulgaire. Pas de façon gênante. Mais il s'attardait. Et je les sentais sur ma nuque bien après qu'il avait quitté la pièce. Il n'était pas insistant. Il était d'un calme presque déconcertant. Mais dans ce calme, il y avait une présence qu'on ressentait dans tout le corps. Il pouvait se tenir sur le seuil de la cuisine, me regarder pétrir la pâte, et hocher la tête lentement, comme s'il prenait une décision silencieuse dont il ne me parlait pas. Il avait 60 ans passés, les tempes grises, le dos légèrement courbé. Mais il occupait l'espace avec une façon d'exister que Julien n'avait jamais eue. Un après-midi, je tendais le linge dans la cour. Je portais une robe en coton à marguerite que le vent soulevait légèrement. Mes cheveux étaient remontés en chignon négligé, mes pieds nus dans l'herbe chauffée par le soleil. Je l'ai croisé du regard. Il n'a pas détourné les yeux tout de suite. Pas de vulgarité, pas de gêne. Juste un silence entre nous dense,
brûlant, qui a duré 3 secondes de trop. Le soir, je suis descendue à la cuisine pour une tisane. Il était déjà là. Il m'a parlé de sa jeunesse, d'un chantier à Besançon, de comment il avait élevé Julien seul après la mort de sa femme. Une angine mal soignée, avait-il dit simplement, comme on dit une chose qu'on a fini par accepter. Je l'écoutais, les yeux glissant malgré moi sur ses mains posées à plat sur la table, creusées par le temps et le métal. Et à un moment, j'ai compris. Il ne me regardait pas comme sa belle-fille. Il me regardait comme un homme regarde une femme. Cette pensée m'a traversée comme un courant électrique. Je suis remontée dans la chambre où Julien dormait déjà, le téléphone posé sur la poitrine, et je me suis allongée à côté de lui, les yeux ouverts dans le noir, en me demandant depuis combien de temps quelqu'un ne m'avait pas regardé comme ça. Les jours suivants, on est allés au marché ensemble. Sa vieille Peugeot ronronnait comme une bête endormie, l'habitacle sentait le tabac froid et la menthe. On parlait peu. Quand il a changé de vitesse dans un virage, sa main a effleuré la mienne. Une fraction de seconde. J'ai senti la chaleur monter jusqu'aux joues. Au marché, il restait à distance, mais je sentais son regard chaque fois qu'un client s'approchait. Et le soir, en rentrant, je me surprenais à attendre non pas Julien, mais le moment où j'entendrais les pas de Pierre dans la cuisine. Ça m'a fait peur. Mais c'était une peur qui grisait. Puis est arrivé ce soir que je n'avais pas prévu. Julien était rentré plus tôt que d'habitude. Il était assis dans la cuisine, une bière à la main, le regard fixe sur la table. Je me suis arrêtée dans l'embrasure. Il a levé les yeux. Et pour la première fois depuis des mois, il m'a vraiment regardée. « Tu es belle ce soir », il a dit. Comme avant. 3 mots. Comme avant. Quelque chose s'est serré dans ma poitrine. Pas de l'amour, c'était plus douloureux que ça. C'était la mémoire d'un amour qui avait existé et qu'on avait laissé mourir tous les deux, sans même s'en apercevoir. J'ai posé la main sur son épaule une seconde. Il n'a rien ajouté. Moi non plus. Ce soir-là, j'ai pleuré dans la salle de bain, le robinet ouvert. Pas pour Pierre. Pour ce qu'on avait perdu, bien avant Chantenay. Mais 2 jours plus tard, le soir, Julien s'est approché de moi dans le couloir. Il a pris ma main. Doucement, maladroitement, comme quelqu'un qui a oublié comment faire. Et quelque chose en moi s'est rétracté. Pas par colère. Par étrangeté. Sa main me semblait celle d'un inconnu. J'ai retiré la mienne doucement, j'ai dit que j'étais fatiguée. Il n'a pas insisté. Et j'ai compris, en montant l'escalier, que quelque chose s'était déplacé en moi sans que je l'aie décidé. Puis est venue la pluie. Pierre m'attendait près de la voiture, essuyant le pare-brise. Quand il m'a vu sortir sous l'averse, cheveux trempés, robe grise collée aux épaules, il a arrêté son geste. Son regard s'est posé sur moi et n'a plus bougé. Il a ouvert la portière sans un mot. Au marché, il n'y avait presque personne. On a attendu dans la voiture, la pluie martelant le toit en tôle. Il a tendu le thermos, versé du thé dans le couvercle, me l'a tendu. Nos doigts se sont touchés. Comme une décharge. Il n'a pas repris sa main tout de suite. Moi non plus. Puis il a levé lentement l'autre main et écarté une mèche mouillée de mon visage. Un geste simple. Presque rien. Mais ses doigts ont effleuré ma joue, et ni lui ni moi n'avons respiré pendant ces 2 secondes. On ne devrait pas, j'ai murmuré. Je sais, a-t-il répondu. Mais personne n'a bougé. Les jours suivants, on ne pouvait plus prétendre que c'était de la politesse ou de la gratitude. Julien s'enfonçait davantage dans son absence. Pierre, lui, remarquait tout. La façon dont j'épinglais mes cheveux. Comment ma manche glissait de l'épaule. Comment je sortais pieds nus sur la terrasse le matin avec mon café. Un mardi au marché, Marcel, 70 ans, langue bien pendue, a pris sa monnaie, m'a regardé, puis a regardé Pierre qui attendait à quelques pas. Dis donc, elle a dit avec ce sourire qu'ont les vieilles femmes qui savent tout, t'as de la chance d'avoir un homme pareil. Votre homme, il surveille bien. Elle avait dit votre homme en regardant Pierre. Je n'ai rien corrigé. Pierre non plus. En rentrant, il s'est garé devant la maison et ne s'est pas levé tout de suite. Les gens parlent, j'ai dit.
Je sais. Julien finira par entendre. Il a regardé droit devant lui. Peut-être qu'il entend déjà. Et qu'il choisit de ne pas voir. Cette phrase m'a glacée. Parce qu'elle était vraie. Ce soir-là, Pierre est entré dans la cuisine pendant que je préparais des tartelettes. Je portais une robe de lin courte, un tablier fin par-dessus. La chaleur du four me collait les mèches au cou, la farine poudrait ma peau. Il s'est approché, s'est arrêté derrière moi, si près que je sentais sa chaleur dans mon dos. Ça sent bon, a-t-il dit, sa voix plus basse qu'à l'ordinaire. Je n'ai pas répondu. Je continuais de travailler la pâte, les mains posées à plat sur le bois, sachant qu'il ne parlait pas des viennoiseries. Il est resté là, sans bouger, sans me toucher, juste présent comme une pression dans l'air. Et ce fut presque plus difficile à supporter que s'il avait posé la main sur moi. Julien est parti chez le voisin pour un dîner entre hommes. On était seuls dans la maison pour la première fois depuis des semaines. Je suis montée à l'étage sans me retourner. J'entendais ses pas dans l'escalier, un pas derrière les miens. Dans la chambre, j'ai ôté ma robe et enfilé un peignoir fin. Je me suis regardée dans le miroir fêlé. Mon visage avait changé. Quelque chose s'était réveillé dedans que je reconnaissais à peine, mais qui me semblait plus vrai que tout le reste. Je suis descendue pour un verre d'eau. Il attendait dans la pénombre, en t-shirt, la lampe basse dessinant son ombre sur le mur carrelé. « Je ne peux plus faire semblant », a-t-il dit. « Je te veux ici. Ce soir. » Je n'ai pas répondu avec des mots. Je me suis simplement approchée. Ses paumes ont encadré ma taille, ses doigts ont glissé vers le nœud du peignoir, lentement, comme s'il me donnait le temps de partir. Et là, une pensée a traversé mon esprit. Julien, en haut, sa main dans le couloir, ce comme avant dit trop tard, mais mes pieds ne bougeaient pas. Mon corps avait pris une décision que ma tête refusait encore de formuler. C'est à ce moment que Julien est apparu dans l'encadrement de la porte. Il n'a pas crié. Il n'a pas bougé. Il nous a regardés 1 seconde, 2, 3. Son visage n'a pas changé d'expression. Puis il a tourné les talons et disparu dans le couloir. La porte du jardin a claqué dans la nuit. Le silence est retombé comme une dalle. Je me suis reculée, les mains tremblantes, le dos contre le plan de travail. C'est fini, j'ai soufflé. Tout est fini. Pierre n'a pas cherché à me retenir. Il m'a regardé monter l'escalier sans dire un mot. Je n'ai pas dormi. J'entendais les lattes craquer dehors, la porte du hangar s'ouvrir et se fermer, Julien qui errait dans la cour sans pouvoir rentrer dans cette maison qui n'était déjà plus vraiment la sienne. À l'aube, tout s'est tu. Quand je suis descendue, sa paire de chaussures n'était plus dans l'entrée. Je suis sortie dans la cour, pieds nus dans l'herbe froide. Pierre était près du portail, le sac à dos de son fils à la main. Il regardait vers la route. Il est parti, a-t-il dit. Où? Je ne sais pas. Pas chez le voisin. On est resté debout dans le silence du matin, l'air sentant la terre mouillée et le feu froid. Et maintenant, j'ai demandé. Il m'a regardé, sans chercher à adoucir quoi que ce soit. Maintenant on détruit tout jusqu'au bout. Ou on reconstruit. À deux. Je n'ai pas répondu avec des mots. J'ai pris le sac à dos de ses mains. Je suis rentrée dans la maison. J'ai monté l'escalier. Devant sa porte, je me suis arrêtée. J'ai posé la main à plat sur le bois. J'ai entendu ses pas dans l'escalier derrière moi. Lent, certain, sans hésitation. Et c'est moi qui ai ouvert la porte. Pas lui. Moi. Cette femme n'a pas cherché la trahison. Elle cherchait un regard. Elle cherchait quelqu'un qui la voit encore. Est-ce que ça la rend coupable? Est-ce que Julien aurait pu tout changer avec ces 3 mots dits trop tard? Est-ce que Pierre a trahi son fils, ou a-t-il simplement été honnête là où son fils avait choisi l'absence? Écrivez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qui est responsable dans cette histoire? Auriez-vous pardonné, jugé, ou compris? Je lis chaque commentaire, et votre avis compte vraiment.